Bonjour à tous, merci de cette invitation. Je suis particulièrement heureuse de pouvoir parler dans un colloque dédié aux archives et à l'art qui est initié par des archivistes aux Archives nationales. C'est suffisamment rare pour que, en tout cas, je le souligne. Donc merci beaucoup. Je vais vous présenter ce projet de recherche Archives et création, nouvelles perspectives sur l'archivistique, qui a été mené entre 2013 et 2016 par Yvon Lemay, donc professeur d'archivistique à l'Université de Montréal, qui lui s'intéresse à cette question-là des liens entre les pratiques artistiques et les archives depuis 2007 déjà. Donc je l'ai accompagné pendant tout le long de ce projet. J'ai eu la chance de travailler avec lui. Le principal objectif du projet était de mieux faire connaître l'utilisation des archives à des fins de création auprès des milieux archivistiques et aussi de mesurer les impacts de ces pratiques artistiques sur la discipline archivistique elle-même. Donc on a fait appel à la collaboration d'étudiants gradués, de chercheurs, de professionnels, donc d'archivistes, dont certains sont aussi des artistes, de manière à ce qu'ils produisent des textes dans lesquels chacun était appelé à explorer les différentes facettes qui entourent la pratique artistique de l'archive, selon les intérêts et les pratiques de chacun. Dans certains cas, il s'agissait d'un mandat qu'on leur a confié, et dans d'autres cas, c'était plutôt le fait de soutenir des initiatives ou des intérêts personnels qui préexistaient. Au final, il y a 12 personnes, outre Yvon Lemay et moi-même, qui ont participé au projet. Donc, pour faciliter la diffusion de ces textes, on a décidé de les réunir dans des cahiers de recherche, plutôt que de penser à une publication plus complète ou plus synthétique. Donc, on a réuni les textes dans des cahiers, il y en a 3, et qui sont chacun rendus disponibles en accès libre sur Papyrus, le dépôt institutionnel de l'Université de Montréal. Donc le premier cahier a été déposé à la fin de la première année, en décembre 2014, le deuxième à la fin de la deuxième année, en 2015, et le dernier a été déposé récemment, en décembre 2016. Au total, c'est 21 textes et une bibliographie qu'on espère assez complète qui ont pu être publiés. Les thématiques qui sont abordées sont très diverses, elles reflètent la variété des démarches et les innombrables variations qui existent autour des archives dans le champ de l'art. Donc les auteurs évoquent les archives sonores, visuelles, audiovisuelles, textuelles, mais les arts textiles, les arts visuels, performatifs, les arts multimédia, le cinéma expérimental, donc ça couvre vraiment de nombreux champs dans le champ de l'art. Mais aussi, ils abordent l'archivistique telle qu'elle peut se transformer quand on la considère depuis ses pratiques artistiques. Tant au travers, donc, on trouve des réflexions sur l'indexation, sur les émotions, sur les valeurs, les usages et les usagers des archives, et sur le concept d'archive. Mais au-delà de ces études particulières, ce qu'on a constaté, c'est que en partant de ces exploitations artistiques, ces usages particuliers des archives, ces réflexions particulières sur l'archive au singulier, je vais y revenir, ça permet d'arriver à des conclusions et ça nous a permis de faire 10 propositions finalement qui nous permettent de prétendre revisiter l'archivistique. Donc c'est ces propositions que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc elles sont au nombre de 10. La première, c'est que l'exploitation, au-delà d'être l'aboutissement du travail des archivistes, donc dans la question de la communication, ce qu'on appelle au Québec la diffusion des archives, l'exploitation est une partie constituante, elle est constitutive même des archives. Et c'est ce qu'indiquent en creux finalement toutes les définitions des archives. Ici, j'ai mis celle du Québec, que je ne ferai pas l'affront de relire, il y a des archivistes dans la salle, mais qui finit en disant donc les archives sont l'ensemble de documents créés et produits, et qui termine sur conserver, là en l'occurrence au Québec, pour leur valeur d'information générale. Si on prend les définitions françaises ou internationales, la définition termine
toujours sur ce pourquoi on conserve les archives. Et ce qu'on en retient avec Yvon, c'est que finalement, les archives sont toujours conservées pour être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été créées. Partant de là, ça permet de jeter un regard critique sur les différentes conceptions des archives. Et on a vu, ça c'est dans ma thèse, j'ai montré qu'il existe, on peut dire qu'il existe deux approches en archivistique. Donc une approche classique et une approche qu'on peut dire postmoderne. Les archivistes de ce courant-là se sont dits postmodernes. Donc dans l'approche classique, la vision des archives et les caractéristiques qu'on leur connaît sont uniquement axées sur leur contexte de production. Dans l'approche postmoderne, avec d'énormes guillemets, critique, disons peut-être, la vision des archives qui est proposée, c'est les archives comme objet toujours en devenir, mais ces réflexions-là prennent peu en considération les conditions de cet état d'incomplétude. Et donc, dans ces deux approches, dans ces deux visions, le point aveugle de l'archivistique, c'est toujours l'exploitation, c'est toujours les usages, l'utilisation. Et la réflexion s'arrête souvent, d'une certaine manière, au comptoir de l'archiviste. Les usagers viennent voir les archivistes et la réflexion archivistique s'arrête là. Les archivistes vont rarement voir ce qui se passe ou dans la salle de lecture ou plus loin encore à l'extérieur, dans la société. Donc, un deuxième constat ou deuxième proposition, c'est que l'archive comme concept doit être distinguée des archives comme document. Côté documentaire, l'archiviste classique considère, ou traditionnel, considère les documents comme le reflet des conditions de production des documents, alors que l'archivistique postmoderne, toujours avec les énormes guillemets, envisage les archives comme une représentation qui est constituée par le geste archivistique. Mais l'archive, comme concept, est quasiment jamais prise en... L'archive au singulier revient souvent dans la littérature archivistique, mais n'est jamais définie. Et si on la définit comme ce qui advient quand les archives sont utilisées, alors là, l'archive, elle est inexistante en archivistique. Donc, si on distingue ces deux pôles, le pôle conceptuel et le pôle documentaire, on peut alors rendre compte de ce qui se passe quand les archives sont utilisées et on peut prendre en charge les discours, notamment les discours hors archivistique, sur les archives, et on peut prolonger la trajectoire documentaire d'une nouvelle phase. J'ai noté, j'ai souligné tout à l'heure, enfin, j'ai retenu tout à l'heure la proposition de Madame Bana-Berger du 5e C. Le 5e C, ce serait effectivement cette 5e dimension quand on prolonge cette trajectoire. Donc on est parti du modèle du Records Continuum, qui est le modèle australien de cycle de vie, et on propose que ce modèle soit prolongé. Donc, dans cette optique, donc cette 5e dimension qui serait la dimension de l'exploitation, l'axe de l'identité, c'est-à-dire l'identité des acteurs, est transformé en axe de l'activité à laquelle les documents sont associés, depuis leur création jusqu'à leur exploitation. L'axe de l'opérationnalité, qui prend en charge le rôle des documents dans les transactions, deviendrait celui de la finalité des documents, donc des fonctions qui sont appelées à satisfaire. L'axe des contenants d'archivage, qui est une traduction pour record keeping, donc qui prend en charge tout ce qui permet de stocker l'information et les documents. Là, on le transforme en axe de la matérialité, c'est-à-dire ce qui constitue les archives en objets concrets. Et finalement, l'axe de la preuve, qui prend en charge les documents et les archives dans leur rapport à la mémoire, deviendrait l'axe de la temporalité, puisque la mémoire, dans son fonctionnement, est liée à la fois au passé de l'enregistrement et au présent de l'actualisation des possibles,
que cet enregistrement permet. Donc c'est dans l'utilisation que l'archive comme manifestation d'une mémoire est possible. Et l'utilisation, quel que soit le stade de l'existence du document. C'est-à-dire que dès lors que le document est créé, il y a déjà du passé et il y a déjà une actualisation d'une potentialité. Alors, une des choses qui apparaît de manière évidente dès lors qu'on regarde d'autres utilisations que les utilisations traditionnelles des archives, c'est que le cadre de référence des archivistes, c'est-à-dire les domaines qui servent aux archivistes à justifier la conservation des documents, à faire l'évaluation des documents, doit être revu et augmenté. Les archivistes sont familiers avec les usages administratifs, scientifiques, patrimoniaux des archives, mais ces usages ne recouvrent d'évidence pas l'ensemble des fonctions et des utilisations qui sont liées aux archives. Donc, excusez-moi. Donc, ce qu'on appelle évidemment, on appelle les archivistes à tenir davantage compte des différents usages qui se font en marge de ces usages traditionnels, d'aller regarder les usagers qui ne viennent pas forcément dans les services. Les artistes vont assez rarement dans les institutions d'archives, finalement. J'en suis. Bon, ok. Et ce qui est intéressant aussi pour les archivistes, quand on élargit ce cadre et quand on regarde les utilisations artistiques des archives, c'est que les artistes retiennent les fonctions et les valeurs que les archivistes assignent aux archives, la fonction de preuve, de témoignage, d'information, mais les artistes en transforment les modalités. Par exemple, ils assignent l'authenticité à la matérialité des archives ou des documents. Ça, ils peuvent. Ou bien au contexte d'utilisation, en détournant les documents de leur fonction traditionnelle. Et puis, plus encore, les utilisations artistiques invitent à considérer la mémoire et la narration comme des fonctions à part entière des archives. Les archives sont des formes de mise en récit, quel que soit le moment où on les prend. Et avant même qu'elles soient utilisées, le geste archivistique est une mise en récit de quelque chose. Et puis, ces utilisations artistiques permettent aussi de mieux comprendre le rapport des archives au savoir et révèlent leur caractère poétique. Parce que, en effet, si le lien entre les archives et la connaissance est un thème qui est relativement courant en archivistique et qui semble assez évident, les usages artistiques des archives nous permettent de mieux comprendre comment ce lien est fait, comment les archives constituent un moyen de connaissance du monde, un moyen d'interprétation aussi de ce qui nous entoure et un accès à la connaissance. Puis, ces usages montrent aussi la capacité d'évocation des archives, qui pour le coup est souvent encore ignorée des archivistes. Et c'est par leur matérialité, quand on regarde certaines œuvres ou certaines démarches artistiques, c'est souvent par leur matérialité que les archives évoquent le passé qui est accumulé depuis la constitution des archives comme ensemble, souvent. Ça passe par l'image de la masse documentaire des boîtes qui s'accumulent, par exemple. Et en même temps, ce qui apparaît, c'est que d'un côté, il y a la matérialité qui évoque le passé, donc on a l'impression d'avoir accès à ce passé, parce que les archives en viennent directement. Et en même temps, cette matérialité même montre qu'il y a un voile, qu'il y a une forme d'opacité, qu'on n'a pas accès complètement à ce passé. Parce que toutes les traces du passage du temps laissent entendre
qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Et ce caractère opaque et mystérieux prend toute son importance sous le regard des artistes, puisque c'est par cet aspect que notre rapport au passé semble déterminé. Et que les usages gomment ce caractère opaque ou mystérieux en essayant d'abolir la distance entre le passé et le présent, ou bien qu'ils l'exaltent en creusant cette distance, c'est toujours de ce caractère-là que les archives tiennent leur capacité d'évocation et leur dimension poétique, et ça même les historiens les plus traditionnels, dirons-nous, reconnaissent ce caractère. Et on l'a entendu encore tout de suite avec la personne qui disait que travailler avec les archives de Cunningham, c'était émouvant. Et c'est dans ce rapport entre accès et opacité que l'émotion peut surgir. La 6e proposition, c'est que pour étudier les archives et comprendre ce que les archives sont à un moment donné dans le temps et à un lieu aussi dans l'espace, dans un lieu, dans un espace social, de manière plus particulière, c'est qu'il faut les utiliser à partir de ce qu'Yvon Lemay a appelé les conditions d'utilisation, qui sont finalement l'idée qu'on ne peut pas utiliser les archives sans les inscrire comme objets physiques, donc la matérialité, dans un contexte, selon un contexte donné, dans un dispositif particulier et en fonction d'un certain rôle joué par le public. Et que ces 4 éléments sont chacun signifiants et permettent de comprendre le discours que les archives vont soutenir. Donc, ce que les utilisations artistiques montrent aussi, c'est que le temps dans lequel les archives s'inscrivent se déploie en 3 moments qu'on doit distinguer, qui est le moment administratif de la production des documents par leur producteur, donc dans le cadre des activités d'une personne physico-morale, que ce temps-là, ce moment, marque les archives dans leur forme, dans leur format, dans leur support, dans leur structure. Donc les documents gardent toujours la trace de ce moment-là, et que c'est en ça que la matérialité peut être considérée comme un point d'accès au passé. Le second moment, c'est le moment archivistique de la constitution des archives par les archivistes, ce qu'ont mis en évidence donc, ces archivistes comme Terry Cook ou Eric Ketlar, par exemple. Et à ce moment-là, ce qui est constitué, c'est une représentation. Et ce moment est déterminé par les rapports sociaux dans lesquels les archivistes sont eux-mêmes pris. Et ce moment-là détermine aussi ce que la mémoire collective, évidemment, va retenir ou va exclure. Et puis finalement, le 3e temps, ou le 3e moment, mais qui ne sont pas nécessairement linéaires, je crois que j'y reviens après, c'est le temps de l'archive, qui est celui de l'exploitation. Donc, c'est les diverses formes d'actualisation des passés qui sont portés par les archives, de ces passés qui sont sédimentés dans les fonds. Et c'est en ce sens qu'on peut dire, alors avec Walter Benjamin notamment, que les archives sont un lieu d'entrecroisement des temps, ceux de leur production et ceux de leur actualisation susceptibles de faire archive. Donc cet entrecroisement, on peut l'envisager sur la modalité de la rencontre. C'est un mot que j'ai aussi entendu, qu'on a aussi entendu tantôt. La rencontre entre un passé en latence et un présent fulgurant. Là, je reprends les mots de Didier Huberman. Et donc la rencontre de documents avec un utilisateur dont peut surgir une certaine connaissance du passé. C'est vraiment de cette rencontre, de cette conjonction des temps que surgit la connaissance du passé.
Cette modalité de connaissance du passé correspond à une forme de mémoire qu'on peut penser avec la psychanalyse, c'est-à-dire que les archives portent toujours une mémoire involontaire du fait qu'elles sont sélectionnées. Et quand l'archiviste sélectionne, quand il met à l'écart, on peut associer ça, ou j'essaye de le faire, d'associer ça à un geste de refoulement. Ce qui fait que ce qui est exclu de la mémoire volontaire constituée par les archives est toujours présent, et on revient à la question de la latence de tout de suite, est toujours présent, et donc c'est par la mise en récit lors de l'exploitation qu'on est capable de retrouver, de faire reparler, de rejouer peut-être ces latences et ces manques. Donc le caractère lacunaire des archives, ça c'est dans les travaux de Pied-Guégros en littérature, qui note 5 éléments qui sont associés aux archives et qui participent de leur pouvoir d'évocation. Ces 5 éléments, la poussière, le secret, la fragilité, le minuscule et le manque, sont généralement perçus par les archivistes comme des qualités négatives. Et les archivistes s'en distancent la plupart du temps. Or, ces caractéristiques-là sont fondamentales. Et Martine Cardin, notamment ma collègue à l'Université Laval, utilise certaines de ces caractéristiques pour montrer l'importance des archives. Elle associe par exemple la poussière et le secret à l'authenticité. Ces caractéristiques-là deviennent des gages d'authenticité, de fiabilité. Mais on peut dire aussi que le récit mis en œuvre par l'exploitation trouve toujours son origine dans les lacunes, plutôt que dans l'information qui est effectivement dans les archives. C'est toujours dans le manque que quelque chose se déclenche. Donc c'est important, semble-t-il, pour les archivistes de tenir compte de ces caractéristiques plus négatives. Et puis la 10e proposition, ou le constat en tout cas, c'est que quand on prend pour point de vue à la fois d'abord l'exploitation de manière très large, mais aussi l'exploitation artistique, on peut renouveler l'image des archives comme institution. Je pense que ce n'est pas par hasard non plus que votre projet a pu avoir lieu dans un nouveau lieu, avec une nouvelle image aussi des archives nationales. C'est que de prendre en considération des utilisations considérées comme plus marginales permet ce renouvellement de l'image des archives, permet de redéfinir le rôle des archivistes auprès des usagers. On n'est plus simplement un comptoir, on peut sortir de nos services, on peut aller à l'université. Et puis on peut aborder la problématique du numérique sous un nouvel angle aussi, parce que en archivistique, le numérique a apporté des problèmes en termes d'authenticité des archives, en termes de fiabilité, au moment de la création des archives, au moment de la constitution et de leur maintien dans le temps. Mais si on regarde les choses depuis l'exploitation, ce qui apparaît, c'est des opportunités, c'est moins des problèmes que des possibilités de collaboration, des possibilités de mise à disposition très nouvelles. Et donc je conclurai avec Denis Lessard, qui est archiviste et artiste à Montréal, qui disait, ou qui écrivait, « Force est de reconnaître à quel point les artistes nous incitent à repousser les frontières des définitions et à faire éclater les cadres établis, dont celui de l'archivistique. » Donc, aujourd'hui, je pense que c'est ce que ces 2 jours vont montrer, et en tout cas, on y arrive, je crois. Merci beaucoup.